Maître Andrea Glaise, allemand, peut-on juger les fous? Il y a un monde fou ce soir. Et, bon, comme on dit, plus on est de fous. Ouais, merci les copains. Mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi ce soir que de m'adresser à vous tous, même à ceux qui sont fous. Parce qu'effectivement, selon les statistiques, il y a quand même 1 personne sur 5 atteinte de troubles mentaux. Alors quoi, ce soir on est à peu près 500. Ça en fait quand même une bonne centaine, hein. Mais enfin bon, je vous rassure. Parce que Alice au Pays des Merveilles, elle a bien dit au chapelier fou que fou, la plupart des gens bien le sont. La folie nous fascine, autant qu'elle nous effraie. Certains la soignent, d'autres la cultivent. Maladie dévastatrice, inéluctable, inavouable, incurable, inopérable. Elle se décline à l'infini. L'on pourrait citer ses avatars d'angoisse, de dépression, d'obsession, de méta-obsession, l'absence de plaisir, de désir, l'impossibilité de souffrir, les hallucinations, les délires, les fous rires. Et pourtant, dimanche 10 novembre 2019, l'île de la Réunion, un homme de 62 ans succombe, 7 coups de couteau, asséné par un homme de 26 ans, schizophrène. Son fils. Qu'est-ce qui lui a pris? Était-il fou? Méchant? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'on peut le soumettre au jugement de la raison? Au jugement d'une juridiction? Cette question hante les prétoires. Et l'on pourrait en multiplier à l'infini les déclinaisons, tant le rapport du crime à la folie a fait couler d'encre. Punir n'est pas simple. Punir a un but. Punir a un sens. Là où la folie est précisément définie par l'absence de sens. Alors, au risque de paraître pour un monstre d'insensibilité vis-à-vis des victimes, non, on ne peut pas juger les fous. Parce qu'on ne les a jamais jugés. Dès 1780, un éminent avocat, qui considérait pourtant que l'impunité était à l'origine de la décadence des empires, écrivait que les insensés, les furieux, les imbéciles sont exempts d'accusation. Ils sont comme les enfants, comme les animaux, privés de liberté d'esprit nécessaire pour commettre un crime. Et on peut même ajouter cette considération particulière en leur faveur, qu'ils sont assez punis par le malheur de leur état. Quelle belle preuve de compassion. Alors non, les fous ne peuvent pas être jugés. Parce que dans le droit français, depuis 1810, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment des faits. Alors forcément, par un renversement de perspective, seul l'individu qui agit selon son libre arbitre est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée, parce que les faits lui sont imputables. Alors si on jugeait dans les prétoires les 100% fous, on régresserait à la conception archaïque de la responsabilité pénale, celle qui existait sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, à l'époque où on jugeait les bêtes, les animaux et les cadavres, parce qu'on craignait la possession démoniaque. L'imputation des faits suffisait à emporter la responsabilité pénale. Alors vous risquez de vous demander, qu'est-ce qu'on fait des demi-fous? Des psychopathes? Ceux qui n'ont pas pleinement conscience que leurs actes sont délictuels et criminels. Ceux que la souffrance indiffère. Ceux qui n'ont pas de mobile. Ceux pour qui le chaos est une nécessité. Bon, je vous répondrai tout simplement que ce n'est pas mon sujet. Alors évidemment, je vous vois venir, et je sais que ce que vous vous dites tous, c'est il suffit de simuler la folie. Simulons la folie et on échappe à la responsabilité pénale. Le soupçon de la comédie,
le soupçon de la naïveté de la justice, classique, légitime. Mais alors non, aussi fou que cela puisse paraître, il n'est pas possible d'échapper à des expertises médicales, à des contre-expertises, sauf à être un incroyable acteur et à connaître toutes les spécificités des expertises médicales. C'est impossible. Surtout qu'in fine, la responsabilité pénale d'un individu repose sur l'intime conviction du juge, à supposer qu'il soit sain d'esprit. Et pourtant, Jacqueline Le Peintre refuse d'y croire. L'homme qui a tué son fils, le 24 février 2002, est fou, schizophrène, irresponsable, pas de sanction. Elle refuse que le meurtrier de son fils passe Noël en famille parce que sa tribu, à elle, il l'a brisée. Il s'appelait Franck. Il avait 25 ans. Il était saisonnier en Savoie, chez Pierre et Vacances. Il était en colocation avec un ami à lui, de son âge. Un soir, cet ami s'est jeté sur Franck et lui a asséné 16 coups de couteau pour le délivrer du mal. Alors Jacqueline Le Peintre, la privée d'un procès, c'est pour elle nier le crime, nier jusqu'à l'existence même de son fils, en ignorant la façon dont il est mort. Et pourtant, jamais la dictature de l'émotion ne doit l'emporter sur la raison. Robert Badinter, pas Homer Simpson, disait bien que la justice pénale a une fonction répressive, dissuasive, expressive des valeurs de la société. Mais elle ne saurait avoir une finalité thérapeutique. Et pour cause, à quoi ressemblerait le procès d'un fou? Vraisemblablement à un spectacle de foire. Accusé hagard, le regard vide, à supposer qu'il puisse les garder ouverts, les yeux. Un magistrat désarmé qui tente de poser des questions à un individu qui risque de dangereusement s'énerver face à cet homme en robe qui lui pose des questions complètement incompréhensibles. Le procès est un lieu de souffrance, de violence, de pression, de réprobation, de récrimination et d'objurgation. La capacité intellectuelle et verbale de se défendre est fondamentale. C'est le principe du contradictoire, tout simplement. On ne peut pas attendre de lui qu'il s'explique sur les faits. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas d'empathie. Vous vous en souvenez tous, Romain Dupuis, 21 ans, qui assassine une infirmière et une aide-soignante à l'hôpital de Pau le 17 décembre 2004, en décapitant l'une d'entre elles et posant la tête sur la télé de la salle commune. Lors du procès, en appel, l'accusé, froid, détaché, qui tente de s'expliquer sur son geste. Quand je lui ai coupé la tête, je croyais que c'était un serpent géant qui allait m'avaler. C'est sûr qu'avec ça, les familles, impeccables, vont pouvoir faire leur deuil. Pourquoi leur imposer ça? La question n'est pas tant de si l'on peut juger les fous, mais comment prendre en charge les victimes? Comment prendre en charge ces victimes qui ne trouvent aucune consolation judiciaire dans l'absence de châtiment de celui ou celle qui les a mis dans cet état de souffrance? Parce qu'au final, le sort des aliénés n'est pas forcément plus enviable. Quel est le pire entre une peine fondée sur une infraction, sur une responsabilité pénale, et une rétention de sûreté fondée sur la dangerosité de l'individu, sur une prédiction de délinquance soumise à l'aléa de la maladie? Une peine sans nom, en fait, une peine indéfinie. Parce que si l'expert peut parfois être catégorique sur la réalité du trouble, il ne le sera jamais sur l'absence de risque de récidive. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je pense que ça parle à tout le monde. Ce film qui met en scène Jack Nicholson, le visage de la folie. On se souvient de lui dans Shining, Ars Attack,
film particulièrement traumatisant. Dans Batman, où il incarne le Joker, ce fou qui est victime de fou rire incontrôlé et incontrôlable que j'oserais même pas imiter, son rire rouge sur son visage blanc avec ses cheveux verts qui nous fait rire jaune. Alors pour le coup, cette folie aura eu la chance de le rendre immortel, très vraisemblablement, parce qu'il n'est pas encore mort. Alors oui, la folie, ça peut être un miracle, ça peut être un prodige. N'a-t-on pas traité Galilée de savant fou avant de se rendre compte, justement, que la Terre était en fait, au miracle, ronde? La folie nous fait sourire, elle nous fait rire. On a tous des exemples en tête. Je me suis longtemps rejoué la scène, quand j'étais petite, de ma grande-tante de 92 ans qui était venue m'annoncer avec toute l'innocence et la conviction du monde qu'elle était enceinte. Vous l'avez tous aussi forcément rencontrée, cette charmante dame blonde qui se balade dans les rues de Bayonne avec ses petites poches de course. La petite dame qui hurle aux singes dans la cathédrale et au pipi dans l'eau bénite. C'est obligé que vous la connaissiez. Bon, c'est une folie douce. C'est joli. Ça nous fait sourire. Mais alors attention, parce que le fou, isolé, il observe le monde avec justesse. Et saint Paul disait dans la Bible que ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Alors la folie est empreinte de sagesse. La folie est vertueuse. Elle est empreinte de génie. Et le savant fou rivalise avec Dieu. Car à l'instar de Frankenstein, il est capable de générer des monstres. Ah, et le fou d'amour. Le fou d'amour. Le fou d'amour peut aller jusqu'à la folie. Petite commune dans le Calvados en Normandie. Il pourrait d'ailleurs y cueillir la folie, petite fleur blanche, pour l'offrir à celle dont il est fou, à moins qu'elle s'en foute. Enfin bon, on ne va pas le juger pour ça. Et puis surtout, je rappelle quand même qu'il y a toujours 100 fous dans cette salle. Il y a toujours 100 personnes avec un chromosome en plus et une case en moins. Alors, qui? Comment les identifier? Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu leur chromosome en plus tourner en rond dans leur case en moins. Et cela, vous, avec vos chromosomes en plus, vous avez le virus du tueur. Le virus du tueur. Enfin, je vous rassure, c'est pas dangereux pour vous, hein. Dangereux pour les autres. Bon, et puis après tout, on a tous un grain de folie. On a tous un fou dans sa manche. Et soyez-en fiers. Soyez fiers, mes amis, d'être complètement fêlés. Vous laissez passer la lumière.